encore moi, désolé. Euh, du coup, on va revenir à notre cas clinique. Donc, du coup, le patient, on a dit ST+, et tout machin, détresse respiratoire. On arrive avec de l'oxygène aux urgences, il est patient en stade de défécage. Les paramètres vitaux, c'est norme du fréquence cardiaque un peu élevée à 120, des extrémités fausses, une fréquence respiratoire à 38 avec des signes de lutte, 88% de SAT sous 6 litres, idéal pyrétique, crachat mousseux rosé et un Glasgow à 15. Insuffisance cardiaque. C'est tout ça. Quelle différence clinique là? Respiratoire aiguë, insuffisance cardiaque gauche compliquée à un œdème pulmonaire sur SCA. Ça c'est clair pour les plus jeunes? Pourquoi ils. Tu l'expliques après? Non. Ouais, mais sur un, si, si. Si tu entends pas. Bah, moi, je cours après, quoi. Mais, ouais. Est-ce que c'est clair déjà? Non, c'est pas. Pourquoi on parle du poumon alors qu'on parle du cœur? Ouais. Vu qu'il n'y a plus d'échange. Là, on va aider vite, donc Mais ça c'est ça le but, de faire réfléchir pourquoi un OAP, enfin un SSP, ça a un rapport avec l'infarctus. C'est juste pour vous mettre du coup, le patient il passe en choro 90 minutes après son arrivée, une infection et une occlusion du tronc commun. On lui fait une angioplastie avec stent. Next, sortie de choro, le patient il se dégrade, il est hypotendu, 140 BPM, pas de diurèse, oxygène monté à 10 litres, persistance des signes de lutte, il est transféré en réanimation. On lui fait un gaz à 6 millimoles de lactate, 40% des VO2, l'échographie qui montre une FEVG à 25% et une hypokinésie du VG. SO2, lactate, FEVG, donc c'est assez spécifique. Peut-être à tout le monde. Les plus jeunes, non. SO2, je ne sais pas si on en parle. Si on en parle un petit peu, en pratique. SO2, saturation veineuse centrale en oxygène. FEVG. Ah oui, hypokinésie. Quel est ta clinique actuelle? Donc, juste aparté, excuse-moi. L'AREA, c'est une spécialité très clinique, mais aussi très paraclinique. On a la bio, l'imagerie au lit. Donc, il faut arriver à faire l'aller-retour entre les machines et le patient. Et parfois, ça peut être il y a un afflux d'informations qui est difficile à gérer. Mais c'est pour ça qu'il faut vous poser des questions à chaque fois sur tous les trucs que vous voyez et que vous ne comprenez pas. Donc, le tableau clinique actuel. Ouais, choc cardio-unique. Après le cours sur l'insuffisance cardiaque et le choc cardio. Donc, un petit schéma du cœur qu'on a vu tout à l'heure, pas besoin de le réexpliquer. Oreille gauche, ventricule gauche, oreille droite, ventricule droit, les artères pulmonaires, l'aorte. Du coup, l'insuffisance cardiaque gauche, la définition, c'est quoi? C'est une défaillance aiguë du ventricule gauche à assurer un débit suffisant vers la circulation systémique. Comme on a vu tout à l'heure, le débit cardiaque, c'est en fonction du volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque, donc un volume par rapport au temps, à différencier de la FEVG. La FEVG, ça représente, en fait, c'est un pourcentage d'éjection du volume du ventricule gauche vers l'aorte. Donc voilà, c'est un rapport entre les systoles et diastoles. La norme se situe autour de 60%, de 50 à 70%. Donc c'est grosso modo, le cœur il va se remplir en diastole ici. Ça va expulser à chaque contraction du cœur 50% du volume qu'il y a dans le ventricule gauche. Il a une FEVG de 50%. Si on veut mesurer le débit cardiaque précisément, on y reviendra tout à l'heure, il faut quantifier ce volume. Non, ça allait trop vite. Tu veux pas? Ouais, c'est 50. Ouais. Parce que, grosso modo, tu as ton ventricule qui est là, qui est décontracté. Il va se gorger de sang via ton oreillette. Il va se remplir. Après, il va se contracter. En fait, il ne va pas se contracter à 100%. Il ne va pas exploser 100% de ce qu'il y a dans ton ventricule. Il y a une partie qui est résiduelle qui va rester. Donc, si 50% de ton volume est éjecté, tu as une FEG de 50%. Donc, pas 30%. Voilà. Tout n'est pas expulsé à chaque cycle. Il ne va pas se contracter à 100%. Est-ce que c'est problématique quand il éjecte 70%? Il éjecte 80, 85%, Comme moi. Il va y avoir des hyperdébits cardiaques qui sont un problème sur différentes maladies. Mais la norme, c'est 60%. En fait, ils ne mettent même pas plus de 60%. Après, ils calculent le débit cardiaque. Si c'est un hyperdébit, ça peut être un problème. C'est un peu. Ok.
Du coup, la physiopathe de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, on a dit qu'on avait une pompe gauche qui est défaillante. Le ventricule, il se vide mal. Du coup, pour revenir sur la FEVG, si on va dire qu'on est à 20%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% qui part. Du coup, sur ce qui est éjecté, le ventricule va de plus en plus remplir, parce que l'oreillette va toujours se remplir de plus en plus. Du coup, c'est ça, le sang est gardé en fin de systole, les volumes télédiastoliques, donc en fin de diastole, vont augmenter, ça va augmenter la pression télédiastolique du VG, donc en fin de diastole, ça va augmenter, comme je vous ai dit, le volume, la pression. Du coup, ça va faire une baisse du débit cardiaque, une transmission rétrograde vers le G, parce que, pour revenir sur le schéma tout à l'heure, si le ventricule gauche, il se remplit de plus en plus, on va augmenter la pression. Mais au bout d'un moment, ça va augmenter la pression de l'oreillette gauche qui est juste au-dessus. Ça va augmenter la pression de la veine pulmonaire ici. Et du coup, en fait, il y aura une accumulation de sang, de liquide dans le cœur gauche, veine pulmonaire, et in fine, les poumons. Le ventricule, il est très dilaté. C'est qu'il y a beaucoup de stase. Dilaté, c'est vraiment chronique. Il faut vraiment qu'ils prennent le temps de dilater. Souvent, on mesure plutôt les pressions, on estime en tout cas les pressions de remplissage pour argumenter que c'est en faveur de la pause cardiaque. Et souvent, quand tu as un cœur dilaté, il peut être plus enclin à avoir une accumulation de pression Sur et à avoir des le vagues. Du coup, il y a une vraie interdépendance cœur-poumon, ce qui explique qu'un infarctus entraîne une insuffisance cardiaque et entraîne de l'eau dans les poumons. Ça, c'est clair pour tout le monde? Oui. Parce que c'est un circuit fermé. C'est-à-dire Est-ce qu'il peut être c'est la dilaté, mais avoir une bonne contractibilité, ben, du coup, il va éjecter pas mal de ce qu'il a dans le ventricule et au final, il n'y aura pas forcément Tu d'OAP. peux avoir une cardiopathie dilatée compensée. Tu n'es pas obligé d'être en OAP quand tu as une cardiopathie dilatée. Mais t'imagines bien Généralement, que ouais, tu as ça une plus va. grande vulnérabilité quand même à l'augmentation des pressions. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde le principe de l'OAV? Le ventricule se vide mal, il accumule du sang, ça augmente les pressions dans le ventricule, qui va augmenter les pressions dans l'oreillette, qui va augmenter les pressions. En fait, c'est de façon rétrograde, hein, ça va remonter, et au bout d'un moment, ça va être les poumons, accumulation de liquide, et voilà. Et pour revenir encore avant, pourquoi il se contracte mal? Parce qu'il y a eu un infarctus sur le territoire de ce ventricule gauche. Donc voilà, donc c'est ça les veines pulmonaires, c'est comme ça que ça se forme. Attention au remplissage, parce qu'en fait, du coup, le cœur il se contracte moins bien, il y a une baisse du débit cardiaque, quand le volume est conséquent. Donc, si on le remplit, en fait, on va surajouter du problème. Attention, on n'est pas obligé de remplir. Enfin, là, le remplissage, ce serait délétère pour augmenter le débit cardiaque. Et remplissage, c'est-à-dire le sel. Tout le sel que vous donnez au patient, par la bouche et par les veines, c'est du remplissage, ce qu'on appelle le remplissage. Donc, c'est en phi, il peut y avoir aux urgences, notamment des fois, c'est banni, d'accord? Tu parles pas d'un sucre. Vas-y, après, je vais revoir. Oui. Du coup, les étiologies, ischémie du myocardique aigu, infarctus, complication d'un infarctus, ça ne connaît rien, non-ST+, des troubles du rythme, poussée hypertensive, troubles de fonction, enfin, il y a plein de choses qui peuvent créer des insuffisances cardiaques. Les signes cliniques, donc c'est respiratoire, dyspnée, orthopnée, OAP avec crépitant, expectoration mousseuse comme notre patient, l'hémodynamie, ça va être une tachycardie, plus ou moins de l'HTO de l'hypotension, plus ou moins de la marbrure, hypoperfusion périphérique, oligo-anurique, sueur, agitation, CA12. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est respiratoire. En fait, c'est le premier signe clinique. Et la mousse aussi. Oui. C'est un peu lourd. Ouais. Mousseux, parce que c'est un peu sanguinolent. Donc les outils diagnostiques, gaz du sang pour mesurer la profondeur de l'hypoxie, c'est un élément pronostic. Troponine pour l'ischémie cardiaque aiguë, l'ECG pareil pour l'infarctus, bilan inflammatoire pour s'il n'y a pas une surinfection derrière tout ça, BNP, pro-BNP, intérêt limité une fois le diagnostic posé, mais nous on le mesure quand même systématiquement ici, et la radiographie pour voir s'il y a un OAP ou pas, et l'échographie pour voilà, voir l'insuffisance cardiaque gauche et estimer la FEH. Donc ça, c'est un principal outil diagnostique. Donc évaluation de l'affection de la FEVG, quoi, et évaluation de la relation du ventricule gauche, recherche de valvulopathie, recherche d'une complication d'infarctus du myocarde. Comment ça marche? Donc, grosso modo. Donc là, FEVG, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un rapport. Donc c'est le VD, enfin c'est le volume de diastole moins le volume de systole sur le volume de diastole fois 100.
c'est une forme très compliquée pour juste dire ce qui bouge à chaque fois dans le ventricule, quoi, en pourcentage. Donc, un exemple ici, c'est que le VD, enfin, le ventricule gauche, excusez-moi, ventricule gauche en diastole, donc quand il est rempli au maximum, il y a 120 ml dedans. En systole, donc une fois qu'il s'est contracté, il ne reste plus que 60 ml. Comme je vous ai dit, 120 moins 60 sur 120, ça fait 50. On est d'accord qu'il y a 50 qui sont 50% est agité. Du coup, comment les médecins ils font? Ben, ils mettent leur ECG, ils prennent une coupe 4 cavités, et là, ils vont faire une pause, ils vont schématiser, il y a des outils spécifiques, ils vont entourer l'EVG, et en fait, la machine peut faire le calcul tout seul. Ou sinon, ce qu'on fait en animation, c'est qu'on fait une estimation visuelle. Là, on voit que le cœur, le ventricule, il est là, et on essaie d'estimer visuellement s'il se contracte de 50% ou pas. S'il fait juste des petits trucs comme ça, bah, il a une FEG qui est pas ouf. Si on voit qu'il fait bien des grosses contractions, euh, voilà, c'est une estimation visuelle. Parce que, en gros, on ne demande pas ça n'a pas d'intérêt clinique d'avoir la FEBG au pourcentage près. Ce qui compte, c'est d'avoir des tranches. Donc, en gros, est-ce que vous êtes à moins de 10? Est-ce que vous êtes autour de 30? Est-ce que vous êtes autour de 50? Ou est-ce que c'est normal? C'est en gros, il y a 3-4 niveaux de FEBG qui ont un impact, en fait. Et après, il faut suivre l'évolution du patient, mais il y a une bonne corrélation entre les mesures vraiment avec de détourer à chaque fois aux différents temps le ventricule gauche et la mesure visuelle. Il y a une bonne corrélation. Donc, c'est ça qu'on fait assez visuellement, quoi. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est- Et puis quand on fait l'écho, on est au lit, donc vous pouvez même regarder, c'est toujours Ou si on veut informatif. vous familiariser avec. Ok. C'est bon? Enfin, au moins, vous comprenez un peu plus ce que les médecins font. Ok, next. Les traitements. Du coup, les patients ont souvent une tension normale, un débit cardiaque peu altéré, mais une détresse respiratoire majeure. Grosso modo, des fois, le débit cardiaque peut rester acceptable, donc on n'a pas d'hypoperfusion périphérique ou quoi, mais par contre, on a une grosse détresse respiratoire à cause de l'OAP. Donc en fait, pourquoi c'est acceptable? Parce qu'il y a une tachycardie compensatrice, une augmentation du tonus sympathique, augmentation de la précharge. Donc, le principal problème sur l'insuffisance cardiaque aiguë gauche, c'est l'hypoxémie, c'est l'OAP. Donc, c'est ça qu'il faut traiter en priorité. Donc, comment traiter l'OAP? Donc, l'œdème, il est décrit, donc c'est pour ça qu'on va souvent dire aux patients de les mettre en position demi-assise pour bien libérer les voies aériennes. Donc, l'oxygénothérapie simple, pour maximiser la quantité d'oxygène apportée aux alvéoles, et après, ventilation non invasive ou la CPAP, mais nous, c'est surtout la VNI. Donc la VNI dans l'OAP. Juste le positionnement, c'est hyper important. Il ne faut pas mettre à plat un Ouais. patient qu'on suspecte d'avoir un OAP. Ça, c'est pas l'envoyer au scanner à plat. Des fois, ça peut être fait. De toute façon, je veux dire, l'orthopnée, c'est le fait d'avoir une dyspnée allongée. Souvent, dans l'histoire, quand on pose la question aux patients, ils ont ça à la maison, ils ont mis des coussins pour dormir, pour être plus assis. Mais c'est une erreur d'envoyer quelqu'un au scanner chez qui vous suspectez un OAP. Il ne faut pas faire ça. Du coup, la VNI, le principe, c'est d'augmenter le recrutement alvéolaire, donc c'est la mise au repos des muscles respiratoires, éviter l'épuisement, gérer le débit aussi d'oxygène, hein, déjà la FiO2, pour contrer l'hypoxémie, augmenter la pression thoracique pour diminuer diminution du débit cardiaque, donc de la pression capillaire pulmonaire, congestion veineuse. Alors, une tout à l'heure, ça c'est un peu plus complexe. Grosso modo, faut voir le thorax comme un seul bloc fermé. Donc, si on augmente la pression quelque part, ça va jouer sur le reste. Si on augmente la pression dans les poumons, ça va jouer aussi sur le cœur. Que tout est à côté. Enfin, si ton poumon se gonfle à fond, tes veines et tes artères qui sont à côté elles vont être un peu plus effacées. Comme là. Donc, le retour veineux se fait en partie par la différence entre la pression veineuse intrathoracique et intra-abdominale. La VNI augmente la pression intra-alvéolaire et intrathoracique et diminue ou inverse le gradient de pression veineuse. Donc le sang revient moins bien au cœur, parce qu'on dit on augmente la pression dans la cage thoracique. Du coup, ça écrase un peu plus les veines pulmonaires, enfin ça écrase un peu plus les veines, excusez-moi. Du coup, il y a moins de sang qui retourne au cœur. Du coup, il y a moins de sang qui part dans le cœur gauche, et du coup, on lui laisse plus de temps pour échapper le sang.
Grosso modo, c'est ça pour faire ça. Diminution de la précharge, c'est ça? Du végétal. Ouais, c'est ça. C'est la lumière, elle va se rétrécir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en fait, là, c'est une course un peu contre la montre, en mode lui laisser le temps d'évacuer tout son qu'il a à gauche. Donc, enfin, les dents en soi à se contracter et le vider et chasser avec la VNI des poumons au capillaire jusqu'à la veine pulmonaire. Et en même temps, on va dire diminuer, entre guillemets, le débit à droite, qui se remplisse un peu moins vite pour lui laisser le temps de s'échapper. Comme quoi, la VNI, en fait, ça joue pas que sur l'oxygénation. Enfin, c'est un tout. Là. Et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de. Enfin, il y a de la PEP, pas mal de PEP sur les VNI, c'est pour augmenter la pression. Et... Dans les alvéoles aussi, du coup, ça, Ouais. tout le liquide dans les alvéoles. Mais si en fait, il y a eu des stades, des emboles qui se sont formés Des emboles. au niveau du ventricule. Ouais, non, ça se formera pas comme ça. Et le petit tour. Le petit flot, ça fait aussi un peu de PEP, ça a aussi cet effet-là. Dans l'OAP, ça reste la VNI qui est en première indication. Voilà. Mais c'est pas, si le patient ne tolère pas la VNI, il y a un intérêt à lui mettre de l'optiflow parce que vous aurez quand même une aide au travail respiratoire, ça va diminuer le travail respiratoire du patient, mais il y a quand même l'effet de pression dans les alvéoles, donc il y a un intérêt. Et puis vous pourrez mettre des fractions inspirées d'oxygène plus importantes. Voilà. Mais en première indication, c'est la VNI. C'est pour ça que s'il ne le tolère pas bien, il faut quand même le dire, parce que ça fait partie du traitement de l'OAP. Dans le Covid, on a utilisé une pression constante. C'est bien ça qu'on a. Avantages, désavantages de la VNI. Donc, c'est un traitement à la fois symptomatique et curatif de l'OAP. Ça permet d'éviter l'intubation. Elle permet aux patients de rester éveillés, de se nourrir et de communiquer. Mais elle ne permet pas de protéger les voies aériennes et désagréments pratiques, mauvaise tolérance pour le patient, inconfort, fuite possible. Ça, c'est un truc auquel on est souvent confronté. C'est vraiment le traitement de l'OAP, quoi. Et du coup, parfois c'est un traitement, il faut être convaincu de cette thérapeutique parce que, je sais pas si vous avez déjà essayé la VNI, ça peut être un peu désagréable. Et donc, faut bien régler. Déjà, on peut améliorer le confort du patient. Et puis surtout, en fait, s'il est asphyxique, il faut lui expliquer, il faut même croire à ça, ça diminue l'intubation. Vous pouvez éviter l'intubation avec la VNI. Donc, il faut vraiment s'efforcer à bien le bon masque, les bons réglages. Nous, après, c'est à nous de mettre la pente, les machins, l'aide, discuter avec le patient quand c'est possible. Et parfois, souvent, c'est fait en amont aux urgences. Pas forcément, il maîtrise moins parce qu'il utilise un peu moins que nous. Donc, quand on récupère un patient qui a un OAP ou qui a d'autres indications de la VNI, il faut reprendre le temps de faire la VNI. Il faut vraiment se poser pour cette thérapeutique-là qui, parfois, il y a un regard un peu négatif qu'on peut avoir parce qu'on a l'impression que le patient déteste ça, que ça va être désagréable. En fait, il faut dire que c'est une chance pour le patient d'avoir recours à la VNI. Il faut vraiment qu'il s'agisse de ça, sinon c'est intubation. Du coup, traitement médicamenteux, donc le but c'est de faire diminuer la pression qu'il y a dans les capillaires pulmonaires. Pour ça, on va utiliser des diurétiques, donc, notamment le furosémide, pour diminuer la boulimie, diminution de la pression dans le ventricule gauche. C'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il est trop surchargé, trop d'eau. Pour enlever cette eau, diurétique, quoi. On fait pisser, on baisse le volume sanguin, entre guillemets, moins d'eau dans le corps, pour mieux se contracter. Et des vasodilatateurs veineux, notamment Witordant, pour dilater les capillaires pulmonaires, diminuer la pression des capillaires, couper à la VNI, en fait, il va pouvoir mieux réabsorber et chasser l'eau du poumon. Ça va favoriser le travail du ventricule gauche et améliorer ses capacités. Et après, en inotrope, plus ou moins d'adobutamine si vraiment la contractilité du VG qui baisse du débit cardiaque. Donc, vous vous souvenez, précharge, post-charge, contractilité. Les trois déterminants, vous vous souvenez? Précharge, c'est les diurétiques, on va diminuer la précharge. Post-charge, c'est la résistance à l'évacuation, à l'éjection du sang, on va diminuer la pression, d'accord? Jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Et inotropisme, la contractilité, si elle n'est pas parfaite, vous pouvez aider avec des médicaments. Voilà, donc traitement après spécifique, c'est la coronarographie, mais pourquoi elle n'est pas faite forcément directement? Parce que, comme pour le scanner, en fait, ça demande au patient de rester allongé, alors que si on est en urgence et qu'il est déjà en train de balancer à fond, être à 100% sous VNI, enfin, 15 litres au masque, 100% sous VNI, c'est peut-être pas le meilleur moment. Donc, des fois, si on discutait à faire un petit peu
5-6 heures après, quoi. On le prend chez nous, on temporise, on retape, on met les diurétiques. Une fois qu'il va mieux, il pourra le mettre, aller en choro. Ou, si on pense vraiment que c'est un ST+, Oui. un infarctus, on intube. Le patient ne peut pas tenir à plat, on l'intube. Ouais. Même, c'est un peu conseillé. Si le patient ne tient pas à plat, Parce que la coro est indispensable. ouais, bah, Si la c'est comme tout infarctus du cerveau, du cœur, chaque minute est hyper important. Donc, si vous êtes obligé de mettre en VNI 100% qu'il est dystonique, en fait, il y a certaines personnes même qui déconseillent d'aller en choro sous VNI. Oui. Vous êtes obligé de mettre la VNI pour intuber. Voilà. Parfois, on le fait. Là, si on est nickel chrome sous VNI, voilà, ça se discute, mais Ça dure combien de temps le coro? bah, le jet, ça dépend de ce qu'il trouve, mais tu peux compter jusqu'à une demi-heure à 1 heure, quoi, à plat. Et après, c'est le patient, tout la scope, vraiment, après, c'est un territoire un peu plus hostile, là, pour vraiment, il y a moins, le matos, vous connaissez moins, c'est endoscopie, c'est en stérile. Donc, en fait, si le patient, il vomit parce qu'il a un bas débit dans le max de VNI, là, c'est voilà, c'est intubation catastrophe, faut éviter, c'est ce qu'on veut éviter, hein. Et l'arrêt cardiaque, parce que comme il y a un temps respiratoire qui est beaucoup plus important, et puis il augmente le stress cardiaque. Le patient, quand il est sous VNI, s'il n'est pas bien sur la terme volémie et respiratoire, en fait, l'effort qu'il applique à son cœur alors qu'il est en train d'ischémier, bah, c'est pas bon, vous aggravez les choses, il peut faire l'arrêt cardiaque en fait. C'est ça que faut mieux passer intubé au des chocs, le patient est stabilisé, après vous allez en cours. Faut mieux perdre une petite demi-heure sur un patient de détresse respiratoire en appuyant sur un infarctus plutôt que se jeter sur la course sous VNI qui se passe mal. D'accord. Une Et à demi-heure. l'inverse, vous pouvez être le premier filtre, c'est-à-dire, vous savez, ah, il va y avoir un scan, un test de radiologique ou une choro. Bah, vous voyez, vous l'allongez, s'il ne tient pas, bah, c'est une alerte pour les médecins ou les internes, donc comme quoi il va potentiellement pas bien tolérer. C'est un premier filtre pour éviter ce genre de catastrophe. Chronostaton, il est poussé hypertensive, traitement chimique hypertenseur, l'AFA rapide. Bon, temps déclenche. Du coup, bah, notre rôle, bah, surveillance respiratoire, donc fréquence respi, SAT, attention aux signes de lutte, donc on a dit tout ce qui était orthopnée et compagnie. La duresse, c'est s'assurer que le patient pisse bien, que les traitements diurétiques marchent bien. Aussi, voir tout ce qui est calinix et compagnie, tout ce qu'on en est, etc. Surtout la VNI, voir si le patient tolère la VNI. Ça, c'est vraiment primordial. Rassurer le patient, vérifier que tout soit bien réglé, peut-être des fois augmenter un peu l'aide, si les patients, des fois, ils ont l'impression d'étouffer dedans. Donc les rassurer, bien leur expliquer comment ça marche, pour ceux qui déclenchent la machine, faut se concentrer au début avant de capter le truc. Et voilà, s'ils ont l'impression d'étouffer, vous voyez qu'ils prennent des petits volumes, augmenter un peu l'aide, demander au médecin de venir régler la machine. On fera de la pratique de la VNI au lit du patient sur la prochaine fréquence. La VNI en post-chir. Maintenant, on fait la VNI en post-intubation des chirurgies. Post-extubation. Post-extubation, pardon. Oui. Par 48 heures. rapport à ça, on est d'accord. Ça diminue la réintubation dans ce cas-là. Donc, on fait 48 heures prophylactique même s'il n'y a pas de signe de détresse. Une indication un peu Même particulière. si le cœur gauche est Bah, souvent, l'indication, c'est un sens cardiaque. Donc, souvent, quand il y a la chirurgie cardiaque, ils ont une petite pointe d'un sens cardiaque. S'ils n'ont pas d'un sens cardiaque, tu n'as pas d'indication. C'est un sens cardiaque, un sens respiratoire chronique. Et plus de 65 ans, c'est les indications de la maladie prophylactique post-extubation. Mais là, c'est un peu un cadre. Voilà, puis après, tout ce qui est hémosynie, fréquence cardiaque, pression artérielle, éviter au maximum les pics hypertensifs et éviter les remplissages. Pourquoi les pics hypertensifs? On va parler de post-charge, mais en fait, si le patient est hypertendu, il va augmenter ses résistances au niveau artériel, au niveau de l'aorte. Du coup, on va avoir plus de mal à éjecter ce qu'il en. Donc c'est pour ça qu'ils sont souvent sous l'oxène ou pression. Si le patient il est à 170 de systole, il va augmenter ses résistances, on va avoir plus de mal à chasser le sang de son ventricule, ça en veut pas. Donc le patient soit en dessous 120 de systole, nickel. 120 de Pour le respiratoire, Victor l'a dit, mais soyez vraiment très attentifs à la fréquence respi et aux signes de lutte. Donc, la saturation et la saturation, c'est toujours facile. Enfin, c'est un truc qu'on retient parce que c'est un chiffre, c'est objectif et tout. Mais en vrai, on sera plus inquiet pour un patient qui a 35 de fréquence respi et un tirage. Tirage, c'est le creux au-dessus des clavicules au niveau intercostal, plutôt qu'un 90 de SAT qui respire normalement. D'accord. La SAT, c'est important, voilà, c'est quelque chose de palpable, mais
voilà, si vous avez une fréquence respi élevée, il faut être plus inquiet encore. Parce que de toute façon, le patient, il va compenser jusqu'à ce que sa SAT dégringole. Enfin, la SAT, c'est le dernier truc qui va tomber. De toute façon, il va être à 40 de fréquence respi, il va donner tout ce qu'il a pour s'assurer des besoins en oxygène suffisants. C'est le dernier truc qui va tomber. Ça, la clinique, super important. Insuffisance cardiaque droite. Question pour le gauche ou ça va? Oui, moi j'ai une question. Donc la FEVG altérée, la seule conséquence, c'est l'OAP. Bah, c'est la grosse ouais, conséquence. c'est la grosse conséquence de l'insuffisance cardiaque et vue gauche. Ok. On verra après ce qui est le choc cardiogénique, on fera toute chose en plus. Mais à gauche, en fait, le premier truc, ça va être l'OAP. En fait, les patients, ils vont compenser. Des fois, il peut y avoir comme on disait, des débits cardiaques compensés ou enfin, acceptables, mais un énorme OAP. En fait, le premier truc à gauche, c'est l'OAP. Après, oui, si tu laisses comme ça, bah, tu vas surajouter à l'hypoxémie, le cœur il va vraiment mal se contracter, tu peux finir en choc cardio, et là, c'est la débandade. Donc, ouais, gauche, pour tenir l'OAP, traitement de l'OAP, VNI, diurétique et contrôle tensionnel, quoi. Ça. Ok. À droite, du coup, on passe de l'autre côté. Défaillance aiguë du ventricule droit à assurer l'éjection vers la circulation pulmonaire, ce qui entraîne une baisse de la précharge du VG, un débit cardiaque global diminué, une congestion veineuse systémique. La précharge, c'est la pression télédiastolique, donc en fin de diastole du ventricule lorsque le ventricule est rempli de sang, et la post-charge, c'est ce qu'on disait, c'était les résistances vasculaires périphériques ou systémiques à laquelle le ventricule est confronté. Je crois que j'ai bien après, je suis la physiopathe. Grosso modo, le cœur droit ne marche pas bien. Du coup, il va avoir du mal à envoyer du sang dans l'artère pulmonaire et du coup, dans le cœur gauche. On est d'accord? Moins bien, il envoie moins bien dans le cœur gauche. Du coup, on va avoir une baisse du débit cardiaque dans la circulation systémique. Enfin, du coup, le ventricule gauche il veut bien se contracter, mais en fait, s'il n'a pas d'eau, enfin, s'il n'a pas de volume, suffisamment de volume, comme on a dit que le débit cardiaque c'était un volume pour une fréquence cardiaque, bah, forcément, bah, il y aura un problème sur le débit cardiaque, une diminution du débit cardiaque. Ça, c'est dans un sens, dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, le cœur droit, il ne se contracte plus, pourtant le reste va quand même continuer à lui envoyer du sang, du coup, il va augmenter son volume dans son ventricule, augmenter sa pression dans son oreillette, augmenter son volume dans son oreillette et augmenter par ici ses volumes. En fait, c'est grosso modo, comme pour l'OAP, Ça déborde. ça déborde. Le truc déborde et du coup, ça va se ressentir côté systémique, côté veineux systémique. Veineux, c'est ça le principe. Donc, les étiologies, ischémie myocardique, embolie pulmonaire, HTAP, SDRA, surcharge brutale du BD ou ventilation à pression positive excessive. Grosso modo, pour revenir sur précharge et post-charge, ischémie myocardique, bon, ça c'est une tropisme. J'ai un infarctus sur le cœur droit, il y a une partie qui est ischémiée, il marche moins bien. Embolie pulmonaire, c'est bouché dans mon artère pulmonaire, le cœur droit il arrive à moins bien envoyer de sang, vu que c'est bouché. Voilà. L'HTAP, pareil, il y a une hypertension dans mes veines ou artères pulmonaires, enfin dans mon artère pulmonaire. Donc, du coup, j'arrive moins bien à envoyer mon sang. Je suis Il arrive à moins bien envoyer du sang dans l'artère pulmonaire, donc c'est un problème pareil et comme le STRA, c'est un problème de résistance, quoi, de post-charge. La surcharge brutale du VD, c'est anecdotique. Et pareil, situation excessive. Vous avez compris un peu, physiopathe, ça? Donc, les signes cliniques, congestion systémique, donc turgescence déjugulaire, reflux hépatojugulaire. Donc, voilà, on va appuyer sur le foie et en fait, avec la veine hépatique, enfin, ça va augmenter au niveau de la jugulaire. Il y aura un reflux de sang parce que, parce que ça déborde. Donc, nous Myriam, c'est que ça déborde, il y a trop d'eau, trop de sang. Donc, voilà, donc ça, c'est des signes d'insuffisance cardiaque droite
hépatomégalie, œdème des membres inférieurs. On accumule de l'eau et du sang partout parce que le cœur droit marche moins bien. Donc l'hémodynamie, ça se caractérise par une tachycardie, une hypotension, plus ou moins des marbrures si hypoperfusion, et respiratoire, dyspnée parfois modérée et hypoxémie variable. Alors, la plupart du temps, l'insuffisance cardiaque droite, c'est plutôt indolent. C'est-à-dire que ça parlera moins que l'insuffisance cardiaque gauche où le patient il a un peu de stress restif. Là, jusqu'à un certain point, après, ça sera dans les cas les plus graves, mais vous aurez que ça. Donc, c'est des événements inférieurs et la turgescence, quoi. Et la prise de poids, en gros. D'accord? Ça, c'est la plus grande partie des insuffisance cardiaque droite un peu chronique, ça sera comme ça. Mais c'est pas le cas, bien sûr, de l'EP qui arrivera massivement d'un coup. Là, vous aurez la détresse respiratoire en plus, mais la plupart du temps, un fond d'insuffisance cardiaque droite, c'est le haut. Et tout le bas, ce sera quand ce sera beaucoup plus grave ou beaucoup plus aigu. Donc, au diagnostic, gaz du sang, ECG d'aspiration pour l'infarctus droit, troponine, scan injecté pour mise en évidence d'une EP, on se pose la question de l'EP, échographie cardiaque, plus ou moins des dédimères. Voilà. Les traitements, donc l'objectif de la prise en charge, c'est de maintenir une précharge suffisante, optimiser la contractilité du VD, réduire la post-charge pulmonaire, donc libérer ce truc-là et donner suffisamment d'eau et de sang au ventricule droit pour assurer un débit cardiaque suffisant, donc, pour assurer que le cœur gauche ait suffisamment de volume à envoyer dans la circulation, et maintenir une perfusion systémique adéquate, corriger la cause. Ça. Du coup, gestion de la précharge. Donc, le ventricule droit, il fonctionne à basse pression. S'il est défaillant, il se vide mal. Donc, une baisse de la précharge, c'est une chute brutale du débit cardiaque. C'est ce que je vous expliquais. On envoie moins de sang de la droite à la gauche. Donc, la gauche a moins de sang envoyé, du coup, baisse du débit cardiaque. Donc, c'est surtout à droite, sur les insuffisance cardiaque droite, où on va pouvoir, on va plus remplir. Donc, indication hypotension, PVC basse, donc c'est une pression veineuse centrale, on va revenir tout à l'heure, basse ou normale, absence de congestion pulmonaire. L'objectif, c'est améliorer le retour veineux et optimiser le volume d'éjection systolique du ventricule droit. Donc, la PVC, donc ça correspond à la pression mesurée dans la veine cave supérieure au niveau de l'oreillette droite. Elle reflète la pression de remplissage du VD. C'est l'équilibre entre le retour veineux et la fonction du VD. L'intérêt de la PVC, c'est d'apprécier la précharge du VD et orienter la stratégie de remplissage. Dépister une défaillance du VD et suivre un petit peu comment ça évolue. Ça ne reflète pas le débit cardiaque. C'est pour ça qu'on nous demande d'en mettre de temps en temps, parce qu'il y a un problème à droite. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut remplir notre patient ou pas? Est-ce que là, on a déjà rempli tout ce qu'il fallait pour augmenter la contractilité, parce qu'il a déjà toute l'eau dont il a besoin, il n'arrive pas à expulser, ou sinon, pour encore plus augmenter les pressions du VD pour perfuser suffisamment, on va dire, le cœur gauche qui perfusera après le corps. Donc, inférieur à 3, la PVC, c'est une hypovolémie probable. 3 à 8, c'est normal. 8 à 12, c'est élevé. Supérieur à 12, c'est surcharge, défaillance du VD. Bien. Le VD, c'est dur. Ouais, le VD, C'est dur parce que là, tu orientes un petit peu vers le remplissage. En réalité, en fait, c'est pas rare qu'on doive dépléter un VD parce qu'en fait, il est dépassé par par la volémie. Et en fait, contrairement au VG qui a un ventricule très musclé, très réactif, le VD, il peut être moins élastique, si vous voulez, moins bien répondre à l'augmentation de la volémie. Et en fait, il y a aussi une interdépendance entre le cœur gauche et le cœur droit. Quand le cœur droit est trop gros, trop plein d'eau, en fait, il va gêner plus qu'autre chose le cœur gauche. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est du cas par cas. Le traitement audiologique est ultra important. Et après, déplétion, remplissage, vraiment, c'est vraiment au cas par cas. Ça se fait à l'écho et à la PVC. Dans les EP, par exemple, en fait, il y a même des études sur la déplétion dans l'EP parce qu'il y a trop si vous voulez, de pression dans les cavités droites. Et pour diminuer cette pression-là, on a qui mettent de la déplétion. Ça n'a pas montré de grands bénéfices, donc on ne le retient pas. On fait vraiment du cas par cas. C'est pour ça que la PVC a un grand intérêt, en plus de la clinique. Mais des fois, voilà, on ne sait pas trop faire la part des choses entre
trop plein ou pas assez. Et donc, l'écho et la PVC peuvent avoir un grand intérêt, et toujours la dynamique en fonction des traitements qu'on met, je vais en parler après des traitements, mais méfiance du coup. Voilà. Du coup, les stratégies de traitement, donc c'est gérer la post-charge, donc les résistances. Donc, pourquoi c'est crucial? Car le body est très sensible à la résistance pulmonaire. Toute augmentation de la post-charge aggrave l'insuffisance cardiaque aiguë droite. Donc, objectif, corriger l'hypoxémie, ventilation BNI, IOT, on a un risque, parce que ça augmente la pression intrathoracique, on a vu, du coup, ça augmente les résistances du VD, du coup, on n'y échappe pas. Et du coup, nous, ce qu'on utilise souvent, c'est du NO. En fait, on va dilater l'artère pulmonaire, on va ouvrir le passage pour aider le cœur droit à plus se vider. Donc voilà, donc, je parlais du NO dilaté, enfin du NO, voilà. Dilater l'artère et les veines pulmonaires. C'est clair? Traitement on va dire inotrope, enfin, pour monter le cœur. Donc, inotrope, c'est l'adobutamine pour monter la contractilité du VD. Ça baisse les résistances pulmonaires, ça augmente le débit cardiaque. Les vasopresseurs, ça va augmenter la noradrénaline, maintien de la PAM, peu d'effet sur la post-charge pulmonaire. Les diurétiques, si surcharge évidente, le risque, c'est de baisser la précharge et l'effondrement du débit. Mais bon, pareil, ça, on a vu, un VD, c'est compliqué, c'est au cas par cas. Il faut y aller avec soin. Oui. Non. Non, mais traitement étiologique, quoi. Une EP, faites ce que vous voulez, mais il faut déboucher, quoi. Oui, voilà. Bon, infarctus, il faut déboucher. Voilà, ouais, traitement étiologique. Voilà. Le drap, très important, le drap, c'est fréquent qu'on en ait sous ventilation, et c'est vrai que le NO, on utilise, ça peut s'utiliser hors ventilation mécanique, mais on l'utilise de préférence, enfin, voilà, plus facilement sous ventilation mécanique, et faire voilà, la ventilation protectrice pour 10 minutes. Voilà, le traitement étiologique, très, très, dans le gauche aussi, bien sûr, hein, central, bien sûr. Sur l'ancien infirmière, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, tout ce qui est hémodynamique, PVC, cutané, donc des signes de congestion, si on voit des gros poteaux, des turbigations. Voilà. Un petit piège, c'est que vous verrez beaucoup sur nos patients de réanimation, ils ont, au bout d'une semaine de réanimation, ils ont tous des œdèmes, ils ont plus de 10 kilos, tout ça. Il ne faut pas confondre les secteurs de surcharge. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'eau dans le tissu conjonctif, d'accord, mais rien dans les vaisseaux. Nos patients, quand ils sont septiques, au début, ils fuient beaucoup. Dans les chocs septiques, ils fuient. Donc, toute l'eau, tout ce que vous allez les remplir parce qu'ils ont la tension basse, ça va fuir sur la première phase de prise en charge. Il y avait dans les tissus conjonctifs, il y aura beaucoup d'œdème. En fait, dans leur vaisseau, ils vont être vides. Et au fur et à mesure de leur guérison, il y aura du refilling, c'est-à-dire que le liquide va retourner dans les vaisseaux, et c'est là qu'il y aura de la surcharge vasculaire. C'est pour ça que secondairement, la prise en charge est bien hyper tendue, patati patata. D'accord? Donc, les secteurs de. Voilà, c'est pas parce qu'un patient a des œdèmes qu'il est forcément hyper tendu et il va répondre très bien au LSX, c'est ça que je veux vous dire. Souvent, mais pas tout le temps. Donc voilà, c'est une comparaison de gauche et droite. Donc les congestions, donc l'œdème à gauche c'est pulmonaire, à droite c'est systémique du corps. Disponible beaucoup à gauche, pas trop à droite. œdème à gauche, rare, donc ça va. Ouais. Systémique quoi. Fréquent à droite. Remplissage à gauche, non. À droite, parfois nécessaire. Diurétique à gauche, oui. À droite, possible. Choc cardiogénique. Je vais faire vite. Rien pour l'insuffisance cardiaque? Oh, ok. Donc, le choc cardiogénique, donc, du coup, c'est une défaillance circulatoire aiguë liée à l'échec de la fonction cardiaque, selon l'aboutissement d'une insuffisance cardiaque aiguë non contrôlée. Donc, c'est un effondrement du débit cardiaque, là où il peut être un petit peu conservé avant. Là, c'est voilà. C'est la forme la plus grave d'insuffisance cardiaque aiguë. Ouais. Peut-être c'est une insuffisance cardiaque aiguë, c'est Décompensé. Voilà, dépassé. Mais du côté droit et du côté gauche en même temps. peu importe. Peu importe, ça peut devenir à gauche ou à droite. Choc, c'est vraiment quand l'offre est inférieure à la demande. C'est choc, ça peut être tout type de choc. Là, le choc cardiogénique, c'est à cause du cœur qui ne fournit pas assez d'offres pour la demande du corps. Tu vois, c'est ce qu'on se voit là, tu vois, VG, il marche pas bien, augmentation du chaque phase de vie cardiaque, hypotonie, hyperfusion, échec de la compensation, et pareil à droite, j'ai du mal à envoyer du sang à gauche, baisse du débit cardiaque, j'arrive pas à compenser, hypotension, hypoperfusion. Mais le point commun, c'est baisse du débit cardiaque, c'est un débit cardiaque insuffisant. Bon, c'est les mêmes causes que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas à gauche ou à droite, infarctus, SRAT, machin, enfin, chacun indépendamment.
Diagnostic. Hypotension persistante ou instabilité hémodynamique, donc systole inférieur à 90, PAM inférieur à 65, ou besoin de vasopresseur, hein. 70 de PAM à 2 de noradrénaline, c'est une hypotension. Bas débit cardiaque, donc argument indirect, pression pulsée étroite, SVO2 inférieur à 70%, ou baisse du débit cardiaque mesurée à l'échographie, ou par d'autres techniques, mais bon, nous c'est surtout l'écho. Hypoperfusion tissulaire, oligurie, extrémité froide, marbre, confusion, délactate supérieur de millimol, acidose métabolique, cytolyse hépatique. La SVO2, je crois que t'en parles après. Ouais. La pulsée, je me souviens plus. Non, pas trop. La pulsée, du coup, c'est différencier entre la diastole et la systole et la diastole. Donc, si vous avez 9,6 de tension, c'est 30, d'accord? Donc, plus avec ça, c'est le reflet de la fraction d'éjection, d'accord? Donc, plus ça va être étroit, c'est-à-dire moins il va y avoir d'éjection du cœur. Donc, c'est hyper facile, c'est un truc que vous voyez au scope. Ouais. Donc, on dit que 20 points, c'est étroit. En vrai, c'est un pourcentage, parce que si vous avez 160, 140, vous allez dire que c'est étroit, c'est pincé. Alors que si vous avez 80, 60, bah, ça va, en fait. D'accord? Même si c'est un petit peu. C'est relatif, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un truc qu'on peut voir au scope. Nous on se sert énormément. Le pulsé étroit, et vous voyez sur les patients de chirurgie cardiaque, souvent il y a 10 de pulsé, voire moins. Ouais. Donc ça c'est le reflet Des de fois, on ne pas, non, sur vous avez besoin de faire d'écho, d'écho. vous voyez directement, donc c'est trop bien. D'accord. La SVO2 t'en parle après, le cardiaque. Et oui, le reste des signes cliniques, ça, bah, prenez l'habitude, enfin vous allez faire petit à petit, vous le faites déjà, mais les marbrures, c'est un truc, on a juste à soulever les draps. Vous savez tous à quoi ça ressemble des marbrures. Et donc ça, il y a différents stades, mais ça vient souvent au niveau des genoux, initialement, et ça s'étend petit à petit à 4 grades, mais on s'en fiche. Faut regarder les genoux. Et ça montre, en fait, ça va pas. Le patient, s'il a une pression artérielle normale, il a des marbrures, il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Et une jeune patiente qui a une tension un peu basse, mais qui va très bien, et ben, en fait, c'est OK. Ça, faut en discuter, bien sûr, hein, si elle a tension, ça va pas. Mais c'est toujours une histoire de corrélation entre la demande et ce que vous apportez. Voilà. Et les extrémités très froides, ben, habituez-vous à toucher les patients. De même que le temps de recoloration cutanée, on l'a pas mis, mais c'est un truc assez facile à faire. Vous avez juste à appuyer avec votre doigt, avec votre index, sur le dos du pied ou le genou. Dès que votre ongle devient blanc, c'est que vous avez exercé la pression suffisante. Et après, vous relâchez, vous regardez. Et si ça fait plus ou moins de 3 secondes, si ça fait moins de 3 secondes, c'est que ça se recolore suffisamment vite, c'est-à-dire que le sang revient, la microvascularisation est efficace. Si ça fait plus de 3 secondes, c'est un problème. Et c'est des petits signes tout bêtes, mais toutes les études de corrélation, de pronostic, de tout ce que vous voulez, ces petits signes cliniques bêtes, en fait, pronostiquent hyper bien de devenir des patients. Et du coup, la question un peu bête, mais du coup, je crois que je te l'ai posée chez les Noirs. Je suis désolée, c'est super bête, mais pour le coup, quand un patient est noir, on ne peut pas voir les marbrures. Du coup, est-ce qu'il y a des signes? On peut les voir, c'est plus dur. Le temps de recoloration, c'est encore plus dur. Bah, Non, dans les patients aussi, c'est faisable. C'est la paume et le. Ah, ok. Ouais, c'est moins valide que les mois, quoi. Mais après, il y a la fraîcheur. La fraîcheur, Ouais. ça va pas. La température. Ok. La fraîcheur, ça ne va pas. De toute façon, il y a un autre truc, c'est quand vous n'arrivez pas à capter la SAT. Donc, il y a un problème. Ok. Examen complémentaire, bon, bah, la biologie, hein. Lactate, c'est un marqueur de gravité. Et, c'est important de suivre l'évolution. Les gaz du sang pour mesurer l'hypocémie et l'acidose. La création de la perfusion rénale, troponie, étiologie, une culture pareil, hein. Sepsis, infarct. Donc, le rappel sur les lactates. Alors, les lactates, c'est quoi? Les lactates, c'est un produit du métabolisme anaérobie du glucose. Si vous vous rappelez du cycle de Krebs et compagnie, les mitochondries, tout ça. Donc, ça apparaît lorsque l'oxygène, quand l'apport d'oxygène est insuffisant ou l'utilisation de cellules d'oxygène est altérée. Donc, dans le choc cardiogénique, c'est qu'on a une baisse de débit cardiaque. Du coup, on apporte moins d'oxygène aux tissus. Du coup, les cellules de nos tissus, pour produire de l'énergie, elles sont pas assez d'oxygène. Donc, eux, de se faire de l'ATP, de l'énergie avec leur système aérobie, donc avec de l'oxygène, ils vont le faire en anaérobie, qui vont toujours produire de l'énergie, mais en moins grande quantité. Et l'inconvénient de ça, c'est que ça va relâcher des lactates. Voilà. Donc c'est un marqueur pronostic. Plus les lactates sont élevés, plus le débit cardiaque, plus est pas suffisant, quoi.
Et plus la mortalité est élevée. Donc, c'est vraiment un objectif, la clairance des lactates, c'est un excellent marqueur de réponse au traitement. Il faut essayer de l'éclairer le plus vite possible, entre guillemets, quoi. C'est un marqueur de notre efficacité. Inférieur à 2, normal, 2 à 4, modéré, 3 à 4, sévère, et 6, très péjoratif. Donc le lactate, c'est quelque chose de normal, on a tout dans le corps, hein. Si vous faites un marathon, quelque chose comme ça, vous allez avoir des lactates, parce que le corps en difficulté, comme la personne pas suffisamment d'oxygène, voilà, il va produire des lactates, mais en réanimation, c'est juste pour nous dire qu'il y a un débit cardiaque insuffisant, qu'on n'apporte pas assez d'oxygène au tissu. Ok. Et ça, c'est bien parce qu'on l'a sur les gaz du sang. Ouais. Donc, sur Personne ça, va avoir euh, les 2 heures travailler. pour rassurer. La SBO2. Donc la SBO2, ça correspond à la saturation Une d'oxygène. question? Une question par rapport à les lactates. Par exemple, si nous, on a vu le menstruel pour la dame, Ouais. et après la séance, on a un lactate élevé, est-ce que ça peut être normal aussi parce qu'on a mis à l'effort? Ah, non. Enfin, le lactate physiologique, tu veux dire? Oui. Honnêtement, dans le contexte de réanimation, vu les efforts, enfin, vous faites bien votre travail et tout, mais vu les efforts que vous faites faire, on ne mettra pas sur le compte de la rééducation l'apparition de lactate, on recherchera tout le reste. Un peu long. Il ne va pas passer à un métabolisme anaérobique avec un effort à la main ou- C'est quelque chose qui ne va pas, quoi. Ok. Voilà, on va pas s'en faire à du physiologique, quoi. Et vous Pas normal. Qui ne sont pas adaptés à l'effort, peut-être qu'ils passent plus rapidement en Possible, tu vois, mais on va Pas chercher. des efforts majeurs, quoi. Ouais. Si, bien sûr, s'il fait, je sais pas, 20 km en vélo, Non, mais Actif. Oui, t'as raison, mais pour ceux là, ça dépend de quel effort, mais souvent, c'est des efforts, comme dit Antoine, mais pas normal, quoi. Mais par exemple, c'est une histoire d'inadéquation, donc de toute façon, il a le poumon, le cœur qui va pas. Et du coup, ça veut vraiment dire qu'il est, si votre rééducation, donc le mettre debout jusqu'à faire 10 mètres dans le couloir, ça crée du lactate, et qu'il y a vraiment quelque chose Il n'est pas compatible avec la voilà, vie. c'est là pour arrêter la rééducation. Il faut chercher des trucs, quoi. Ça va pas se faire. Et une chaîne de blague d'adéquation, c'est normal. C'est clair. Là, tout le but, c'est qu'ils sortent du service avec une autonomie suffisante. Si au moindre effort, il y a du lactate, c'est pas compatible avec la salle. Oui, c'est souvent. C'est trop bien. La SBO2. Donc c'est la saturation d'oxygène du sang veineux mêlé. Donc mêlé, si on veut le faire parfaitement, il faudrait prendre le sang dans le ventricule droit. Bah non, pas près le ventricule droit. Donc nous, on prélève ça toujours. Je crois qu'elle t'en parle. La jupe. Ouais, dans les cathéters veineux centraux. En jugulaire. Non, Non, je sais pas. Donc ça reflète l'équilibre global entre l'apport en oxygène et la consommation d'oxygène. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il reste d'oxygène après le passage dans le sang, enfin, du sang dans les organes. Donc les normes, c'est supérieur à 75%. Donc extraction faible ou shunt, pas non shunt, donc 75 c'est anormal, enfin supérieur à 75 c'est normal, 65-75 c'est normal, inférieur à 65 c'est apport insuffisant. En fait, un peu contre-intuitif. Ouais. Donc grosso modo, parce qu'en fait, quand notre corps envoie de l'oxygène dans nos organes vont pas prendre 100% d'oxygène. Si tu as un bon débit cardiaque, C'est un bon débit cardiaque. le sang se renouvelle suffisamment pour qu'il n'y ait pas toute l'extraction possible. C'est ça. Mais dès lors que ton cœur va peu débiter, bah, il y a peu de sang qui va arriver, et du coup, le sang va passer du temps dans les organes, dans les capillaires, donc il y aura une énorme extraction de l'oxygène. T'imagines, de façon abstraite, si on était au maximum de temps, mais il y aurait 0% d'oxygène, tu vois. Et au contraire, le CO2 qui est produit, qui diffuse très bien, va augmenter. On n'en parle pas là, mais c'est un deuxième paramètre qu'on voit. Donc ça, sur un choc hypergénique pur, et il va y avoir les subtilités, bah, il y a une corrélation entre l'inadéquation de ton débit cardiaque et l'extraction qui fait que le seuil qu'on utilise, c'est 70%. Oui. Mais voilà, pas juste un chiffre, il faut prendre toute la globalité, mais 70%. Au-dessus, on dira que c'est adapté. En dessous, on dira que c'est inadapté. Ça a compris. Je sais que la SVO2, c'est un peu particulier. Et donc 4 FUP, hein. Ouais, Parce que les cathés fémoraux, on fait pas. Non, Du temps mêlé. Parce que si c'est en bas, c'est pas mêlé. Mais que du... Droite ou gauche, par ouais. contre. En fait, il faut avoir Le moment que ça arrive à l'entrée de l'oreiller droite.
Mais c'est assez logique, hein. Mm. Non? Mm. Oui, Oui. c'est logique, hein. D'accord. Examen complémentaire, bah, l'échographie, un peu comme tout à l'heure, donc c'est évaluer la fraction d'éjection, le débit cardiaque, les pressions de remplissage, etc. Donc, le rappel, ça on l'a vu tout à l'heure, le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque fois la VES. Le volume d'éjection systolique, hein. Comment on le calcule? On calcule la surface du VG fois l'ITV, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, la surface du VG, donc, on ne retenez pas, mais grosso modo, c'est pi r carré. Donc, c'est pi fois le diamètre du VG divisé par 2 au carré, fois l'ITV. Ouais. L'ITV, c'est quoi? C'est l'intégrale de temps vitesse. Ça correspond à la distance parcourue par le sang à chaque systole mesurée par un Doppler pulsé. Donc, grosso modo, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut calculer précisément son débit cardiaque, il va mesurer le diamètre du VG. Donc, il va prendre, ici, il va faire une coupe, enfin, il va mettre en pause, il va mesurer, bon, le diamètre, c'est là à là. Il va faire pi, c'est une constante, le diamètre divisé par 2 pour avoir le rayon, au carré, fois l'ITV. Et l'ITV, comment il le mesure? Donc, il se met en mode Doppler sur l'échographe. Et en fait, l'intégrale temps vitesse, donc c'est l'air sous la courbe. Comme ça, il va découper ça. Si vous regardez le médecin faire des ITV, après une petite molette, hein, tu tournes du truc là, hop, hop, hop. Ça va calculer l'air sous la courbe de ça. Et du coup, bah. C'est pas la bonne image, mais c'est pas ça Ouais. vraiment la unité. Ça, c'est pas une ITV, là. C'est une unité max. Bon, je sais pas trop. Mais une ITV, en gros, c'est le Doppler, c'est vrai que c'est un Doppler pulsé, c'est comme un radar. Donc, le but, c'est de mesurer la vitesse des globules rouges. Et en fait, on fait une intégrale temps vitesse, c'est un calcul mathématique, savoir à quelle vitesse vont les globules rouges dans l'aorte, tout simplement. Donc, vous voyez que si, selon qu'ils passent vite ou pas vite, bah, ça permet de déduire, en tout cas, le débit cardiaque. Voilà. Et du coup, avec tout ça, il y a une estimation du débit cardiaque, une mesure du débit cardiaque. Donc, l'ITV, donc là, c'est un peu des normes. Donc, le débit cardiaque normal, c'est supérieur à 1 cm. Entre 18 et 20, limite basse, 15 et 18, diminué. Inférieur à 15, débit bas débit significatif. Et inférieur à 12, bas débit sévère. Oui, c'est juste aux transmissions le matin, si vous entendez il a 12 ITV, que vous ayez un ordre de grandeur, est-ce que c'est bas ou est-ce que c'est haut? C'est ça que des fois on nous dit il a 10 ITV. Enfin, ça c'est pas le. Est-ce que tu peux en mettre 2 secondes? Non, mais là, les valeurs, retenez. Ouais, même Non, mais Juste, c'est juste pour savoir, parce que vous le dites souvent et on comprend rien. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de la fréquence cardiaque, ça dépend de la surface, ça dépend de tellement de choses que. Voilà. Mais les deux. on a anecdotique du gardien. Bah oui, bah. Mais Plus de présence ici. s'il y a un seul chiffre, si c'est à moins de 10, C'est pas bon. ah bon, c'est sûr. Voilà. Ok, critères unique, principe de prise en charge. Donc le but c'est de déjà stabiliser le patient. Donc on va gérer l'oxygène. Donc au début en oxygène, VNI, 6 mg en OAP, intubation, si épuisement, hypoxémie persistante. Objectif, baisser le travail respiratoire, baisser la consommation d'O2, baisser la poste-charge du VG, apporter suffisamment d'oxygène au corps. Après, il faut aussi restaurer une perfusion tissulaire et un débit cardiaque efficace. Donc, les médicaments noradrénoglutamine, ça je pense que tout le monde connaît ici. Donc, noradrénaline pour maintenir une PAM via une vasoconstriction efficace. Et la glutamine va confronter la contractilité cardiaque du corps. Traiter la cause, donc ça c'est super important. Donc, corosis, syndrome coronarien aigu, ensuite thrombotique, trouble du rythme, cardioversion, stimulation temporaire, amiodarone. Et après, il y a des causes mécaniques, donc des fois c'est des problèmes de valve ou choses comme ça. Donc là, c'est une chirurgie ou une assistance circulatoire si on n'arrive pas, si on a un échappement traumatique. C'est les mêmes causes, hein, c'est les mêmes Ouais. causes. C'est juste un continuum. C'est plus grave que l'insuffisance gauche ou droite isolée ou un insuffisance global. C'est plus grave, c'est la même cause. Principe de prise en charge, donc d'abord on monitor, donc signe clinique alerté tôt possible. Ça va être aussi un petit peu notre taf, donc vraiment regarder les marbrures, les extrémités froides, l'allongement du temps de recoloration dont on a parlé tout à l'heure, la dyspnée croissante, situation de plus en plus polyclinique, l'agitation, la confusion ou situation de casse du rèse. Les
paramètres vitaux du scope, donc tension, fréquence cardiaque, SAT, etc. Les paramètres avancés, donc PVC, VO2, lactate. C'est important sur un patient, il arrive comme ça avec deux paires, appeler les médecins et commencer à préparer de quoi techniquer le patient. Voilà. Préparer et sécuriser la voie centrale, ajuster la vitesse d'adaptation des vasopresseurs et apprécier si le patient il répond au remplissage. Souvent, on va nous prescrire un remplissage. C'est bien d'être là, 10-15 minutes, réévaluer, voir si le patient il a bien répondu. Et je dirais même, il ne faut pas augmenter la noradrénaline en même temps que mettre un remplissage. Des fois, même si le patient a 62 pas, on met le remplissage, on ne touche pas à la norade, on attend de voir 15 minutes. Parce que si on augmente les deux en même temps, on ne sait pas qui a joué. Si ça se trouve, il répond au remplissage masqué par la noradrénaline. Et des fois, il répond pas au remplissage, on l'a masqué parce qu'on a augmenté la norade. Enfin, des fois, c'est bien de se laisser un petit temps, de voir comment il répond. Pas faire les deux en même temps, pochon et norade. Les complications possibles, donc l'arythmie, insuffisance rénale aiguë, hypoperfusion mésentérique, acidose métabolique, défiance multi-organes. Donc on a moins de débit cardiaque, le corps est bien perfusé, les organes sont bien perfusés, donc le rein, comment ça se manifeste? Hypoperfusion, insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, le foie, hypoxie, cytolyse, cerveau, confusion, agitation, tube digestive, ischémie mésentérique. D'où l'importance d'un monitorage strict et une réévaluation incessante. Vraiment pas oublier de faire ces stases. Si le patient a un gros choc cardiogénique, des fois ça passe un peu à la trappe. Des fois, ils ne sont pas chier pendant 2-3 jours, on a un coup de seringue, on voit plein de stases. En fait, de toute façon, il commence à s'ischémier l'interne mésentérique. Le pronostic, malgré les progrès, la mortalité du choc cardiogénique reste élevée, 40-50%. Mais ça s'améliore par diagnostic précoce, une revascularisation rapide et l'utilisation adaptée de supports circulatoires. Et si ça ne marche pas, on a l'ECMO, tout ce qui est le VAD, heart rate, et la transplantation. Impeccable. Parfait, tout à l'heure. Des questions?